Bonsoir et bienvenue au sein de cette émission politique spéciale élection départementale et régionale. Ce soir, nous partons dans le canton numéro 18, donc Sainte-Rose 1, avec deux invités, donc un binôme, Nicole de la Réberdière-Ramillon, qui est gérante de société, et de 2001 à 2020, conseillère municipale de la minorité. Ensuite, en 2001, première adjointe au maire de la ville de Pointe-Noire. Pardon 2020. 2020, oui, depuis 2020. Donc, Fred Goubin, lui, est responsable stratégie patrimoniale et foncière dans une société immobilière. Il a été candidat, rappelez-vous, aux dernières élections municipales, et ce, dans la commune de Déé. Il est maintenant conseiller municipal de la minorité. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Boissy. Alors, bonsoir, Madame Boissy. Maintenant, passons à une première question pour vous, Fred Goubin. Qu'est-ce qui vous a poussé, après ces élections municipales, de vous présenter à cette élection? Bien, Madame Boissy, juste permettez-moi, quand même, il est d'usage d'adresser les salutations à vos téléspectateurs, et en particulier ceux du canton de Sainte-Rose 1, parce que dites-vous bien, c'est un canton qui va de Bouillante, une partie de Bouillante, qui comporte Pointe-Noire, Déhais et une partie de Sainte-Rose. Maintenant, ces choses faites, il faut quand même préciser cela. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir à ces élections? Madame Boissy, vous savez, je peux vous faire une réponse en deux temps. Lorsqu'on y met le doigt, on ne sait plus s'arrêter, si vous voulez, pour la boutade. Mais au-delà de cela... C'est une vérité. Au-delà de cela, nous pensons, parce que nous sommes quand même une équipe de 4 personnes, il est quand même important de préciser que nous avons avec nous Madame Nicole Ramillon-Bidoyer, qui est de Bouillante, et Jim Lapin, qui est des bonnes une partie de Sainte-Rose. D'accord? Nous pensons que dans le travail qui reste à faire, ou qu'il y a à faire au niveau de ce canton, nous pouvons le faire, nous sommes volontaires pour le réaliser, parce que ce canton a trop souvent été négligé par les instances, mais également par peut-être les représentants qui n'ont pas su, peut-être avec suffisamment de hargne, défendre les intérêts de ce canton. Nous pensons que nous sommes en capacité de le faire et nous ne pouvons pas rester là, regarder les autres. Nous mouillons le maillot pour notre population. Alors, c'est vrai qu'en général, les candidats disent que le canton a été délaissé, il n'y a pas grand-chose de fait, et pourtant les sortants viennent avec un bilan, et très souvent, voire tout le temps, un bilan positif. Alors pourquoi ce décalage? Est-ce que vous sillonnez plus le canton? Est-ce que vous ne voyez pas ce qu'il faut voir? Comment aborder cette question? Parce que nous y vivons tous les jours. Nous sommes du canton. Cette région de la Côte-sous-le-Vent et d'une partie de Sainte-Rose, nous savons très bien que c'est une région, une zone qui cumule beaucoup de handicaps. Et depuis des années, les problèmes n'ont pas été forcément résolus. Je ne dis pas que rien n'a été fait, ce n'est jamais mon langage. Ce n'est jamais mon langage, mais nous disons qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette partie de la Guadeloupe et que les préoccupations de la population, ces préoccupations de proximité, ne sont pas forcément prises en compte. Les priorités sont peut-être mal choisies. Voilà. Je ne sais pas si Nicole peut rajouter quelque chose, mais c'est dans cet état d'esprit-là que nous sommes. D'accord. Oui, alors je reviendrai tout à l'heure avec vous sur cela. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Je dirais que ce qui nous unit, c'est déjà parce que... Alors, je commence par dire bonsoir à notre, à notre canton, donc c'est-à-dire Bouillante, Pointe-Noire, Déhais, Sainte-Rose, puisque c'est quand même 40 kilomètres en linéaire, donc ce qui n'est pas rien. Et donc, ce que je dirais que ce qui nous unit, c'est surtout que nous avons le même objectif. Le même objectif, puisqu'on a fait donc un constat au niveau donc du terrain. On se rend compte que c'est un terrain, effectivement, comme Monsieur Goubet a dit, un terrain donc défavorisé, un terrain, enfin je dirais donc un territoire délaissé. Et
il faut quand même un rééquilibrage. On en parle. Il y a quelques actes, mais c'est pas concluant. On est toujours à la traîne, on est toujours en retard. On a l'impression, c'est quand on a terminé, on se dit, ah, il y a la Côte-Soulevant. Ah, il faudrait peut-être penser à la Côte-Soulevant. Ce sont des personnes de la Côte-Soulevant quand même. Voilà. Donc, oui, mais on a l'impression, je ne sais pas s'ils sont pas assez, ces représentants ne sont pas assez pertinents, n'ont pas su ou n'ont pas pu nous défendre les intérêts du territoire, mais on se rend compte quand même qu'il y a quand même pas mal d'handicaps. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc aujourd'hui, être sur le terrain, moi j'ai vu ce qui se passait. Monsieur Goubin, c'est pareil. Donc c'était tout à fait normal. Normal que nous soyons ensemble avec 2 suppléants, Marisette Bidoyer et Jim Lapin, Bouillante et Sainte-Rose, qui ont aussi, je dirais, qui œuvrent aussi comme nous, même objectif, essayer de refaire monter, je dirais, faire évoluer notre territoire. Alors aujourd'hui, vous tenez un discours face à la population de ce canton. Qu'est-ce qui peut faire, je veux dire, changer cette donne que vous décrivez aujourd'hui? Qu'avez-vous de plus que ceux qui étaient là? Alors, je dirais que moi, je partirai depuis mon enfance, parce que je vis tous les jours ce qui se passe sur le terrain. Je participe, je suis actrice. Depuis mon plus jeune âge, j'ai vu mes parents fonctionner avec la population. Certes, la population de Pointe-Noire, je les ai vus fonctionner, être toujours à leur côté, être toujours là pour les aider, les accompagner, les écouter. Surtout ma mère, je l'ai vue faire. Donc pour moi, c'était normal, logique, adulte, que je puisse prendre le relais. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait. Donc aujourd'hui, il faut que j'aille. Comment l'avez-vous fait? Alors, je l'ai fait exactement comme ma mère. Même un peu plus que ma mère. C'est-à-dire, elle était là, elle écoutait pas. Parce qu'elle était commerçante de proximité. Donc, les mères de famille qui étaient en difficulté, elle était là pour ces mères de famille. Quel que soit, je dirais, le besoin, quel que soit le besoin, elle était là pour les écouter, mais aussi pour les accompagner. Et moi, quand j'ai pris le relais, c'est-à-dire parce que je gère des entreprises familiales, quand j'ai pris le relais, ça a été la même chose. J'ai pas coupé, je dirais, ce volet social, parce qu'on est dans la proximité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous avez remplacé le CCAS. Je n'irai pas jusque-là, mais je fais une part. Je dirais, je fais une part de ce travail. J'apporte ma pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et ça, c'est important. Et c'est comme ça qu'il y a la cohésion sociale. Quand chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice pour permettre à certains d'avoir un bien-être. Donc pour moi, ça c'est important. Et c'est pour ça que je veux aller plus loin. Aller plus loin pour permettre à ces personnes de connaître un bien-être. Aller plus loin, voilà. Ça représente quoi pour vous? Alors, aller plus loin pour moi, c'est-à-dire d'être leur représentant. Mais, je dirais, bon, leur représentant certes, mais une représentante qui va défendre leurs intérêts. Parce que c'est pas normal. Quand il y a une famille en détresse, on doit monter un dossier. Après, on doit attendre. Et ça prend du temps. Mais entre-temps, cette famille, on fait quoi? Mais ça prend du temps par rapport à qui? Est-ce que ça prend du temps par rapport à l'élu? Alors, ça prend du temps par rapport, je dirais, à la lourdeur administrative. Donc, il faut qu'on ait des dérogations. Oui, parce que effectivement, tout est administratif. Donc, on ne peut pas dire, bon, on va au conseil départemental, allez, X a besoin de quelque chose, il faut le faire. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, mais il faut des dérogations. Parce que cette famille qui est en train de souffrir, il faut l'aider. Mais il faut l'aider tout de suite. Il faut l'aider maintenant. Il y a urgence. Et c'est après, on se dit, ah, je ne pensais pas que c'était aussi important. Je ne pensais pas que c'était aussi grave. Mais le mal, il est déjà fait. Donc moi, c'est pour ça. C'est-à-dire que moi, je veux être un peu plus proche, même pas un peu plus proche, mais vraiment proche de cette population qui souffre. Et M. Goubin a le même objectif. On a la même vision des choses. Est-ce que ça voudrait dire que vous pourrez aider
tous ceux qui sont dans le besoin sur le canton. Ah ben, écoutez, c'est un objectif fondamental. Objectif. Et c'est pour cela que nous disons, notamment dans le traitement des cas d'urgence, il y a à mettre en place des procédures dérogatoires. C'est d'ailleurs l'une de nos propositions fortes, mettre en place dans le traitement des dossiers des procédures dérogatoires pour permettre de répondre aux cas les plus urgents. Lorsqu'il y a un dossier qui est déposé, je dis n'importe quoi, je prends par exemple à la MDPH, on ne peut pas attendre 5 ans pour avoir une réponse. C'est un peu exagéré. Pour l'instant, on attend 5 ans. C'est un peu exagéré, ça peut arriver. Une famille là qui subit un incendie, n'importe quoi, qui doit avoir une solution immédiate, instantanée. En général, au niveau des incendies, ça va très vite. Ça va vite. En Tout général. dépend de ce que vous appelez vite. Mais au-delà de cela, Madame Boissé, je voudrais compléter les propos de Nicole Ramillon. Vous dites qu'est-ce qui va faire à votre première question, qu'on va amener de plus. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, en Guadeloupe, nous avons la possibilité d'avoir 2 collectivités en cohérence qui ont le même objectif. Et nous l'annonçons clairement à l'avance. Nous disons, nous sommes dans le cadre d'une campagne politique électorale, que ce soit pour les régionales ou les cantonales, où nous sommes unitaires. Nous disons que les 2 collectivités doivent travailler ensemble aujourd'hui pour gagner en cohérence. Et cela doit se faire sur la base mais n'est-ce pas ce que les 2 présidents ont tenté de faire ou ont fait? Je termine. Cela doit se faire sur la base d'un contrat préalable. Et le seul juge de paix dans cette affaire, c'est la population. Parce que dites-vous qu'il y a bien eu, à un moment donné, des présidents de même bord, sauf qu'à l'avance, il n'y avait pas eu d'engagement à l'avance. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans le cadre d'un contrat et nous avons toute la garantie d'avoir un fonctionnement meilleur pour notre population. Pour cela, il faudrait être président de la collectivité départementale. On fera tout pour, c'est pour ça que nous sommes là. Oui, donc vous visez la présidence. Personnellement, Oui. non, nous sommes dans un camp politique. Lequel? Moi, je suis GIECR, c'est très clairement affiché. Nous sommes dans la majorité aujourd'hui, GIECR et de la présidence du conseil régional. C'est dans ce cadre-là que nous allons travailler. De toute manière, pour le traitement des dossiers, il est préférable que nous soyons tous dans la même majorité pour porter des solutions efficientes à notre population. Il n'est plus possible de diviser la Guadeloupe comme cela. Un moment la région, un moment le département. Nous sommes dans le même camp, dans l'intérêt de notre population. Donc vous dites région, département, GUSR, c'est ça? Je n'ai pas dit GUSR, je dis la même majorité de travail. La même majorité. Ouais. Pourquoi ne pas dire GUSR? Mais il n'y a pas que GUSR. Il n'y a pas que, c'est une majorité de travail. Une majorité de travail. Alors, vous savez bien que quand on parle de social, on parle beaucoup des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais surtout des personnes aussi qui sont au chômage et qui ont des besoins importants. Alors, tout à l'heure, je vous disais, est-ce que vous pourrez répondre à toutes les attentes? Et les attentes aujourd'hui sont de plus en plus pressantes, mais aussi, ce sont des attentes qui grandissent, qui grossissent, je serais tentée de dire. Alors, comment faire? Comment faire pour satisfaire à tout le monde? Et est-ce que vous aurez les moyens? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Je dirais que ce serait utopique de dire qu'on va répondre à toutes les attentes. Ce serait un mensonge, parce qu'on n'a pas une baguette magique. On dira, on arrive et paf, on change tout. Et puis, nous arrivons. Donc, on ne peut pas se permettre de dire ça. Par contre, nous pouvons mettre les moyens pour améliorer l'existant. Et quand je dis améliorer l'existant, c'est-à-dire que, comme nous sommes déjà sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Nous savons aussi ce qu'il y a le plus urgent. Et par conséquent, voir les priorités. Les priorités. Et ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour permettre à ces personnes d'avoir un bien-être. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont résignés. Il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Il y a la misère cachée. On ne voit pas parce que ces personnes sont résignées. Mais il faut leur tendre la main. Puis, Nous sommes... Oui. Oui, je vais vous dire, Madame Boissé, c'est aussi une affaire d'affectation de ressources. Madame Ramillon disait tout à l'heure, il fallait répondre aux priorités. Mais c'est une affectation de ressources. Nous prenons l'exemple du logement. Est-ce qu'on peut dire que le département a fait de cette question-là, notamment pour les personnes âgées, pour favoriser le maintien à domicile, est-ce qu'on peut dire que le département a fait de cette question-là une priorité? Aujourd'hui,
pour permettre à nos aînés de rester à domicile, d'améliorer leur quotidien. Il y a une politique forte à mettre en place en matière d'amélioration de l'habitat. On ne peut pas avoir un département qui arrive avec près de 80 millions d'euros d'excédent. Pourquoi faire? Nous devons aujourd'hui faire en sorte que nos aînés, dans 10 ans, la Guadeloupe aura plus de 30% de sa population qui aura plus de 60 ans. Il y a des mesures complémentaires et il y a des anticipations à prendre à la date d'aujourd'hui. Et je parle de ça pour l'amélioration de l'habitat, mais nous pouvons aussi parler de ça, de cette question-là, en ce qui concerne la formation des aidants familiaux. Tout à fait. Effectivement, excusez-moi, effectivement, nous pensons que justement, puisqu'on parle donc de chômeurs, là, actuellement, il faut qu'on commence. Si on n'a pas, si au niveau du département, ils n'ont pas commencé, il faut qu'on le fasse dès notre arrivée. C'est-à-dire, parce que là, il y a une niche d'emploi. Monsieur Goubin dit qu'effectivement, dans 10 ans, c'est demain, on aura 30% de chômeurs, 30% de la population aura plus de 60 ans. Mais il faudra quand même arriver à trouver un moyen pour que ces personnes âgées restent à leur domicile. Pourquoi? Parce que les personnes âgées préfèrent rester dans leur environnement. Mais pour cela, il faudra tout un dispositif. Et donc, actuellement, ils ont des aidants. Mais la fonction de l'aidant est quand même restreinte. Donc, il faudra élargir par des formations, je dirais, plus poussées pour permettre à l'aidant non seulement d'être là pour, je dirais, l'entretien, mais aussi pour avoir des connaissances au niveau médical. Alors, pour la toilette, pour tout. Selon vous, est-ce que, parce que ça, c'est de manière globale, et c'est ce qu'on dit, les choses bougent, les choses évoluent. Alors, est-ce que dans ce contexte où nous sommes, il faut penser de la même manière, il faut agir de la même manière, ou est-ce qu'il faut adapter, puisque nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte de crise sanitaire, et si vous êtes élu, vous serez de plein pied là-dedans. Que pensez-vous faire justement à ce niveau-là? Mais bien sûr qu'il faut adapter, Madame Boissy. C'est pour cela que nous parlons d'anticipation. Lorsque nous voyons où va notre population aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut anticiper et mettre en place des mesures pour être prêt le moment venu. Évidemment, on doit tenir compte du contexte, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un contexte nouveau de pandémie. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Évidemment, aujourd'hui, je vous dis, c'est aussi une affaire d'affectation de ressources. Les 2/3 du budget sont déjà consacrés à ce genre de dispositif, à cette compétence sociale. Il va falloir, compte tenu du contexte et des projections statistiques, adapter les mesures, évidemment. Alors, si vous êtes élu, quelle sera votre première action à ce niveau-là? Je dirais donc déjà revenir sur le terrain vers nos personnes âgées. Vers nos personnes âgées, parce que nous sommes en zone rurale. Et surtout quand on va dans nos sections, on se dit, mais bon Dieu, c'est pas possible que ces personnes habitent dans des maisons, dans un tel état. Donc moi je pense que ça sera c'est sûr, ça sera donc l'amélioration de l'habitat. Mais c'est pas seulement mais dans le contexte actuel, et M. Goubin vient de répondre à la question, est-ce que la première priorité, tout de suite, ça sera l'amélioration de l'habitat? Mais il y aura tout un ensemble d'actions qu'il faudra mettre en place. Il y aura donc effectivement, comme je vous dis, mais quand je parle de l'amélioration de l'habitat, je ne parle pas surtout de la toiture, parce que vous avez des personnes âgées qui ont plus de 75 ans, qui ont une baignoire, mais qui ne savent pas, parce que l'information n'est pas arrivée jusqu'à ces personnes, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on change, je dirais, la salle de bain, qu'on transforme, qu'on rénove la salle de bain en mettant une douche italienne. Il faut qu'on change aussi les carreaux. Il faut mettre des carreaux antidérapants, parce que la chute, vous savez, c'est vite arrivé pour des personnes âgées. Supprimer les escaliers. Mais ça, cette information, le plus souvent, les personnes âgées ne le savent pas. Donc pour nous, il y aura toute une information
apporter. Mais ces informations-là, il faudra aller les apporter directement. Faire le diagnostic au niveau donc, de ces habitations pour permettre rapidement à ces personnes âgées de trouver, je dirais, un espace convenable pour pouvoir après vivre paisiblement. Ça, c'est une. Mais il y a aussi les jeunes. Et parce qu'on en parle, on en parle. Mais ces jeunes, il faut se poser la question. Pourquoi ces jeunes sont résignés? Pourquoi ces jeunes sont révoltés? Oui, sont Que révoltés. pensez-vous faire pour les jeunes? Alors, moi je pense, enfin, nous pensons qu'il faudra déjà réunir sur notre canton, par petit groupe, par petite équipe, ces jeunes, pour savoir un petit peu, même si on le sait déjà, mais pour que ces jeunes puissent nous dire exactement ce qu'ils attendent de la société. Parce que parfois, ce sont des traumatismes qu'ils ont eus un peu plus tôt, et à partir de là, ils n'ont pas eu l'encadrement qu'il fallait, et c'est parti, puisque de l'autre côté, il y avait une influence, etc. Mais peut-être que ces jeunes, aujourd'hui, voudraient sortir, mais on ne leur tend pas la main. Comment on leur tend la main? Alors, moi je dis déjà, il faut qu'on arrive à avoir des éducateurs de rue. Ensuite, trouver donc des structures d'échange. Parce qu'il y en a, parce que moi je les rencontre et je me rends compte. Alors, il y a des structures qui existent. Oui, mais, il y a des mais est-ce qu'on prend faut vraiment multiplier les structures Oui, pour être au plus près des besoins des jeunes? c'est exactement ça. Parce que je prends donc dans notre canton, surtout donc à Pointe-Noire, à Bouillante et même dans les autres, il n'y a pas beaucoup de structures. Et il n'y a pas beaucoup de structures d'échange. Et les éducateurs n'existent pas. Donc ces jeunes sont livrés à eux-mêmes et ils attendent qu'on leur tende la main. Donc, parce qu'ils ont un potentiel, ils ont des compétences. Puisque moi, je discute avec eux, je vois. Et des fois, mais justement, voilà. Comment leur tendre la main? En quoi faisant? Mais déjà, je vous dis, donc, la structure. Ensuite, il faut trouver donc des formations en fonction donc de leurs besoins et en fonction donc de leurs attentes. Parce que là-dedans, dans ces groupes, vous avez des artistes, vous avez des informaticiens. En discutant avec eux, vous dites, mais mince, mais il a un potentiel, ce gars. Il a un potentiel, ce jeune. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, mais ça, justement, c'est en ayant donc donc je dirais, ces structures d'accueil, en les côtoyant, en discutant avec eux, en échangeant avec eux, ils vont prendre confiance en eux, mais vont vous faire confiance. Et c'est comme ça, à ce moment-là, que le dialogue va s'instaurer. C'est à ce moment-là qu'on saura exactement comment faire pour pouvoir les diriger. Parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous, on crée des structures. Mais est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'on sait quelles sont les attentes? Et à ce moment-là, on se rend compte que la structure est vide, la structure ne fonctionne plus, parce que ces jeunes refusent d'y aller. Il faut faire des structures adaptées à leurs besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier que qu'ils en veulent à la société, parce qu'ils se disent, on ne les aide pas. Tendons-leur la main. Et on va ensemble. Et quand on va ensemble, on les écoute. Et là, ils se rendent compte que oui, il y a une oreille qui les écoute. Alors maintenant, au niveau de ces émissions, il y a à coup sûr une phrase d'auteur que vous aurez à expliquer, bien sûr en lien avec la politique. Alors, une phrase un petit peu, je dirais, particulière. Et cette phrase est de Georges Elgozi. Il dit: la politique est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est d'être élu. Alors, comment analysez-vous cette phrase? Non, c'est très pernicieux. C'est très pernicieux parce que je considère que être élu n'est pas une finalité. C'est un moyen. C'est un moyen. Lorsqu'on se présente devant la population, c'est parce que nous avons des ambitions. C'est parce que nous avons analysé la société et que nous savons que nous pouvons porter un certain nombre de réponses. L'élu n'est pas seulement celui qui vient et qui dit « bon, je suis élu, c'est terminé ». Ce n'est pas notre conception de la politique, ce n'est pas notre conception de l'élu.
Je dis que c'est pernicieux parce que ça s'inscrit dans une logique de gens qui veulent dénigrer à tout prix les élus parce qu'ils se ressemblent tous. Non, c'est plus noble que ça. Parce que c'est de l'engagement, c'est du temps, c'est des sacrifices. Parce que nous avons le pays en nous et que nous voulons y travailler. Ce n'est pas simplement d'être élu. Et puis la contribution peut également se faire en dehors de la place élective. Mais pour décider, il faut être élu. Donc il a quelque part raison. C'est un moyen. Pour décider, il faut être élu. C'est un moyen. Et pour vous? Oui, effectivement, moi je dirais comme M. Goubin, c'est un moyen. Mais ce n'est pas une finalité. Parce que si, je dirais, être devant de la scène, on veut être élu, non, c'est pas ça. Parce que pour moi, être élu, c'est un engagement qu'on prend envers la population. Et moi, quand je prends un engagement, je vais jusqu'au bout de mon engagement. Donc, le fait dire qu'effectivement, que c'est juste pour être élu, non, c'est pas ma conception. Parce que je suis chef d'entreprise et je vois qu'il faut que je fasse toute une organisation au niveau de mon entreprise pour être au service de la population. Alors justement, vous avez parlé d'engagement et ça me permet de terminer cette émission sur ce mot engagement. Sur quoi pouvez-vous vous engager aujourd'hui face à la population du canton? Moi, je m'engagerai déjà, dès notre élection, revenir sur le terrain. Je crois que je le fais régulièrement, tout le temps. Mais là, pour bien cibler, je dirais, les besoins de chacun, voir l'urgence de chacun, et pour aider chacun à chaque niveau, pour que chacun puisse connaître le bien-être. Et surtout, l'engagement que je prends, c'est que je veux tirer toute la population vers le haut et qu'il n'y ait plus de personnes sur le bas-côté de la route, plus de personnes qui disent « c'est comme ça, je reste comme ça ». Voilà, mon engagement, c'est cibler les problèmes de chacun, comme on l'a déjà fait, mais vraiment chacun, voir l'urgence et aider. Parce que je souhaiterais que chacun connaisse... Tirer toute la population vers le haut. Tirer vers le haut. Je sais que ça va être difficile, mais c'est un défi. Je sais que, mais peut-être pas sur une mandature. Peut-être que ça sera sur peut-être 2 mandatures. Vous êtes déjà en train de préparer la prochaine mandature. Mais c'est pas que c'est pas que je prépare. Mais vous savez, le chantier, il est tellement vaste que peut-être en 6 ans, on n'aura pas le temps de tout faire. Parce qu'il est vaste, surtout sur notre territoire, sur notre zone, ou qui est complètement défavorisé, oublié. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, comme je dis, il n'y a pas que notre zone pour la Guadeloupe. Donc, c'est vrai qu'il faudra peut-être nous donner une préférence pour qu'on puisse, je dirais, arriver au niveau des autres. Mais justement, pendant ce temps-là, on va aussi tirer tout le monde vers le haut. Parce que c'est pas normal, excusez-moi, mais c'est pas normal qu'on est dans une Guadeloupe où on parle de frères, de sœurs, et qu'en même temps, qu'il y a des personnes dans la précarité, mais vraiment dans la précarité, et qui sont résignées. C'est pas normal. Merci. Il faut qu'on fasse ce qu'il y a à faire pour cela. Merci, Fred Goubin. Oui. Donc, juste une minute. Pour décliner votre engagement. Les engagements. 1 minute, c'est très peu parce que les problématiques sont énormes. Donc, il aurait pu y avoir beaucoup d'engagements. Pour synthétiser, mon engagement prend une double direction. Première direction, travailler sans relâche, défendre les intérêts du canton. Il y a un certain nombre de problématiques qui durent depuis un certain temps, qui nous frappent. Il faut qu'on arrive à les régler. Et on va travailler dessus. On va travailler sur l'amélioration de la route des Mamelles. On va travailler sur les dossiers d'amélioration de l'habitat. On va également travailler dans le cadre des personnes porteuses de handicap d'améliorer leur quotidien. Non pas, et leur permettre d'être mobiles sur le territoire. Aujourd'hui, ils sont mobiles seulement pour aller se soigner, parce qu'il y a les structures de soins et les remboursements. Nous voulons essayer de trouver un système de transport pour permettre à ces personnes de se déplacer correctement. Pas que pour aller voir le médecin ou faire des analyses. Donc ça, c'est un engagement très fort. Le deuxième engagement, c'est que nous venons également pour travailler pour la Guadeloupe.
Nous voulons porter notre contribution à l'édification de ce pays. Il y a aujourd'hui un débat qui est en cours sur les évolutions des institutions. Nous allons porter notre pierre à l'édifice parce que nous pensons que c'est important pour ce pays. Et pour cela, nous devons avoir de bonnes personnes au département. Et c'est pour ça que nous appelons nos concitoyens à nous faire confiance et à voter pour cette équipe composée de Nicole Ramillon-Bidoye, et Nicole de la Réberdière, Marisette Bidoye et Jim Lapin. Nous sommes la meilleure équipe pour les intérêts du canton et pour les intérêts de la Guadeloupe. Voilà. Merci madame, merci monsieur d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour cette longue série d'émissions spéciales élections départementales et régionales des 20 et 27 juin. À bientôt.